Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, le professeur Fatem Zahra Achour. L'objectif de la séquence d'aujourd'hui est de vous présenter les coûts complets, ou plutôt la méthode des coûts complets. Alors, il faut savoir que c'est l'un des chapitres les plus importants au niveau de la comptabilité analytique. Alors, lorsqu'on parle de coût complet, comme son nom l'indique, c'est un coût qui est complet, qui contient la totalité des charges supportées par l'entreprise. Alors, il faut savoir que les charges au niveau d'une entreprise ne sont pas toutes de la même nature. Alors, la première scission, ou plutôt la première distinction, ça concerne les charges directes et les charges indirectes. Alors, les charges directes, ce sont des charges que l'on peut incorporer directement au calcul du coût de revient d'un produit. Pourquoi? Parce qu'il ne concerne que ce produit-là. Par exemple, les charges afférentes à la matière première, les charges afférentes à la main-d'œuvre directe, etc. En revanche, il y a aussi ce qu'on appelle des charges indirectes, parce que le fonctionnement de l'entreprise implique la nécessité, par exemple, d'avoir une administration, d'avoir un service d'entretien, d'avoir, je dirais, des services généraux qui fournissent des services à l'ensemble des produits de l'entreprise. Alors, c'est ce qu'on appelle les charges indirectes. Ce sont des charges que l'on peut pas intégrer, directement dans le calcul du coût de revient d'un produit, parce qu'ils concernent justement plusieurs produits. Il faut donc les traiter, les peaufiner avant de pouvoir les intégrer dans les différents coûts de revient qui les concernent, des produits qui les concernent. Alors, deuxième scission que l'on peut distinguer au niveau des charges, ce sont les charges fixes et les charges variables. Alors, une charge fixe, comme son nom l'indique, c'est une charge de structure, c'est une charge stable qui ne change pas, quelle que soit la quantité fabriquée. Par exemple, les charges locatives au niveau d'une entreprise est considérée comme étant une charge fixe. Les dotations aux amortissements, lorsqu'on opte pour un amortissement linéaire, sont considérées également comme étant des charges fixes. Alors, les charges variables, ce sont des charges, comme leur nom l'indique, ce sont des charges qui varient en fonction de la quantité fabriquée. Par exemple, les charges inhérentes à la matière première. Alors, plus on produit ou on fabrique de produits, plus on doit consommer de matières premières. L'inverse est également vrai. Alors, il faut savoir que cette répartition fixe et variable n'élimine pas la répartition directe et indirecte. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver des charges directes, mais qui sont fixes, et également des charges directes, mais qui sont variables. Donc, tout dépend, je dirais, de la nature de l'élément, c'est-à-dire tout dépend de la nature de la charge qui est entre nos mains. Alors, lorsqu'on parle d'un coût complet, c'est un coût qui contient la totalité de ces charges, c'est-à-dire les charges directes et les charges indirectes, fixes ou variables. Alors, lorsqu'on parle de calcul de coût au niveau de la comptabilité analytique, on sait très bien qu'un coût, c'est un ensemble de charges. Lorsqu'on parle de charges, on va penser directement à la classe 6 de la comptabilité générale. Sauf qu'il faut savoir que les charges de la comptabilité analytique ne sont pas strictement égales aux charges de la comptabilité générale. Je m'explique. Alors, les charges de la comptabilité analytique, ils sont égales, bien entendu, on va les piocher, on va les importer, on va les chercher au niveau des charges inscrites dans la comptabilité générale d'une entreprise. Parce qu'on sait très bien que la comptabilité générale, c'est une technique d'enregistrement chronologique de toutes les opérations de l'entreprise. Donc, il est tout à fait normal que lorsqu'on veut calculer les charges de la comptabilité analytique, on va se référer à la classe 6 du plan comptable général. Alors, comme j'ai dit, en fait, pas toutes les charges de la comptabilité générale vont être incorporées dans le calcul du coût de revient et donc dans la comptabilité analytique. On doit retrancher ce qu'on appelle les charges non incorporables. Alors, les charges non incorporables, ce sont ce qu'on appelle les charges non courantes, les charges qu'on a supportées de façon exceptionnelle pendant un exercice comptable et que l'on ne va pas revoir une autre fois dans un autre exercice. Par exemple, lorsqu'une entreprise a supporté durant un exercice comptable une pénalité, on ne va pas intégrer cette pénalité ou les charges afférentes à cette pénalité dans le calcul du coût de revient d'un produit. Pourquoi? Parce que ça a été supporté de façon exceptionnelle durant un exercice comptable. D'ailleurs, comme son nom l'indique, ce sont des charges qui ne sont pas courantes. Donc, au niveau de la comptabilité analytique, on ne va pas retrouver ce type de charges.
En revanche, on peut retrouver ce qu'on appelle les charges supplétives, des charges qui n'existent pas au niveau de la comptabilité générale parce qu'ils ne correspondent pas à un décaissement réel, mais qu'on peut intégrer au niveau de la comptabilité analytique. Alors, je m'explique. Par rapport aux charges supplétives, il existe en fait deux types de charges supplétives. Il y a ce qu'on appelle la rémunération de l'exploitant, il y a ce qu'on appelle la rémunération des capitaux propres. Alors, en ce qui concerne le premier cas, c'est-à-dire la rémunération de l'exploitant, comme vous le savez très bien, l'exploitant, et ce, quelle que soit la nature de son affaire, de son commerce ou de son entreprise, il fournit une activité réelle, un travail réel. Il peut par exemple prendre en charge les activités afférentes à la prospection client, ou encore à la vente, ou encore à la caisse, ou encore au contrôle et de supervision que nécessite la bonne marche de son entreprise. Alors tout ce travail, il le fait sans qu'il perçoive une rémunération réelle, c'est-à-dire une rémunération mensuelle. Tout simplement parce qu'il attend que son affaire puisse fructifier et avoir une plus-value beaucoup plus intéressante à la fin de l'exercice comptable. Alors c'est ce qu'on appelle la contribution sans rétribution. Alors au niveau de la comptabilité analytique, et pour mieux se conformer et se normer à ce qui existe et ce qui est pratiqué au niveau de la concurrence, au niveau des autres entreprises, on considère que l'exploitant, il peut percevoir une rémunération. Et donc, on va incorporer cette rémunération, entre guillemets, fictive, au niveau des charges de la comptabilité analytique. Pourquoi? Parce que dans le cas où l'exploitant ne fournit pas ces services, cette prestation, l'entreprise elle doit faire appel à une main-d'œuvre externe et bien entendu, comme vous le savez très bien, cette main-d'œuvre externe elle va le faire moyennant une rémunération parce que le bien fondé ou le fondement du contrat de travail, c'est de fournir une prestation de service moyennant une rémunération. Donc j'ai dit comme pour se normer et pour être très fidèle en fait aux charges que contient le coût de revient d'un produit, on doit faire fi comme si l'exploitant il va percevoir une rémunération et on va intégrer cette rémunération parmi les charges de la comptabilité analytique. Alors deuxième type de charge supplétive, alors c'est ce qu'on appelle la rémunération des capitaux propres. Alors, les capitaux propres, ce sont les capitaux apportés par les actionnaires ou encore les associés, tout dépend de la forme juridique de l'entreprise. Alors, cet apport, il peut être soit un apport en nature, soit un apport en numéraire. Alors, dans le cas où les actionnaires n'avaient pas fait appel ou n'avaient pas fourni cet apport pour l'entreprise, alors l'entreprise, elle doit s'endetter, c'est-à-dire recourir à un endettement moyennant des frais financiers. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là encore une fois, pour se normer et pour être plus fidèle aux charges supportées à l'occasion de la mise en place d'un produit, on considère comme si les capitaux propres perçoivent une rémunération sous forme de taux d'intérêt. D'ailleurs, généralement, en fait, on aligne la rémunération des capitaux propres comme celle de la dette bancaire. Donc, pour résumer, les charges de la comptabilité analytique vont être tout simplement les charges de la comptabilité générale auxquelles on va retrancher les charges non incorporables, les charges non courantes et on va rajouter ce qu'on appelle les charges supplétives. La totalité de ces charges nous donne ce qu'on appelle les charges incorporables de la comptabilité analytique. Alors le problème qui se pose, c'est que ces charges incorporables au niveau de la comptabilité analytique ne sont pas toutes de la même nature, comme je l'ai précisé au début de la séquence. Il y a des charges qu'on appelle les charges directes et les charges indirectes. Alors, lorsqu'on souhaite calculer le coût de revient d'un produit, les charges directes ne posent aucun problème pour nous. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, ce sont des charges que l'on va incorporer, que l'on va mettre en place et affecter directement au calcul du coût de revient du produit qui les concerne. Mais ce qui pose problème, ce sont justement les charges indirectes. Et comme j'ai l'habitude en fait de dire souvent à mes étudiants, si au niveau de la comptabilité d'une entreprise, on n'avait que des charges directes, probablement les gestionnaires n'allaient pas penser à la mise en place d'une comptabilité analytique. Parce que justement, la raison d'être de la comptabilité analytique, c'est comment traiter ces charges indirectes. Alors,
les charges indirectes, étant donné que ce sont des charges communes qui ne concernent pas uniquement un seul type de produit, on doit devoir les traiter, les analyser, les peaufiner dans un tableau qui s'appelle le tableau de répartition des charges indirectes avant de pouvoir les affecter aux différents coûts de revient des produits qui les concernent. Donc c'est ce traitement-là que l'on va voir aujourd'hui. Alors, justement pour traiter les charges indirectes, les gestionnaires nous ont proposé ce qu'on appelle la méthode des sections analytiques. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode des sections homogènes, la méthode des centres d'analyse. Il y a beaucoup d'appellations qui signifient la même chose. Alors, la méthode des centres d'analyse ou la méthode des sections homogènes, c'est une méthode qui est très très simple. Ça consiste tout simplement à faire une scission dans ce qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique ou encore les charges incorporables. Alors, on répartit les charges en deux natures. Les charges directes, comme je viens de dire, ils vont être affectées directement aux produits qui les concernent, alors que les charges indirectes, on va les traiter dans un tableau qui s'appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, le tableau de répartition des charges indirectes, c'est un tableau qui est composé de plusieurs centres d'analyse ou de plusieurs sections homogènes. Alors, un centre d'analyse, c'est tout simplement une subdivision comptable créée par le contrôleur de gestion à la suite d'une étude technico-comptable pour pouvoir justement traiter les charges indirectes. Alors, il peut, justement, pour la confection de ces différents centres d'analyse, ou ce qu'on appelle aussi les sections homogènes, il peut recourir à ce qu'on appelle la structure formelle de l'entreprise, ou encore une fois, l'organigramme, et donc il va considérer chaque service comme étant un centre d'analyse. Sinon, pour avoir, je dirais, pour refléter au mieux la réalité de l'entreprise, il peut recourir à la création de subdivisions fictives, juste pour les besoins d'analyse des charges indirectes. Alors, il va essayer de suivre les différentes étapes par lesquelles passe la matière première depuis l'achat de la matière première jusqu'à la livraison ou la vente du produit fini, et il va considérer chacune des étapes au niveau d'un cycle d'exploitation comme étant une section homogène ou plutôt un centre d'analyse parce qu'il va analyser en fait les charges indirectes au niveau de ce centre. Alors pour mieux comprendre les mécanismes et les étapes nécessaires à la construction et à la constitution d'un tableau de répartition des charges indirectes, j'ai pris un exemple très simple, un exemple d'une entreprise qui fait appel à six sections homogènes. Alors j'ai pris au hasard l'entretien, la première section c'est l'entretien, la deuxième c'est l'administration, la troisième c'est la section achat, la quatrième c'est l'atelier 1 et puis l'atelier 2 dans une cinquième section, et puis en dernier lieu il y a une section qui se charge de la distribution. Alors la première étape dans la constitution d'un tableau de répartition des charges indirectes, c'est d'abord faire la distinction entre la nature de ces différents centres d'analyse ou les sections homogènes. Alors, il faut savoir que les sections, ou plutôt les centres, c'est la même chose, ne sont pas toutes de la même nature. Il y a des sections qui sont extrêmement importantes au niveau de l'existence et la vie d'un produit, et des sections qui aident ces différentes sections à mieux fonctionner. Donc, on distingue deux types de sections, alors les sections auxiliaires et les sections principales. Alors, juste à titre d'exemple, j'ai pris au niveau de cet exemple 2 sections auxiliaires et 4 sections principales. Alors, section auxiliaire, c'est l'entretien et l'administration. Et au niveau des centres principaux, j'ai pris l'achat, l'atelier 1 et l'atelier 2 et puis la distribution. Alors je rappelle encore une fois qu'il s'agit juste d'un exemple parce que ce qui est considéré comme étant auxiliaire dans une entreprise, il peut être considéré comme étant principal dans une autre entreprise. Tout dépend de la nature de l'organisation de l'entreprise et tout dépend, je dirais, du fonctionnement de l'entreprise.
Alors, une section auxiliaire, comme je viens de le rappeler, c'est une section dont l'objectif c'est d'aider l'entreprise à mieux fonctionner. C'est une section qui va épauler les sections principales. Alors que les sections principales, ce sont des sections que, en leur absence, on ne peut pas retrouver le produit. Ce sont des sections extrêmement importantes, je dirais même sine qua non au niveau de la vie d'un produit donné. Alors, la deuxième étape, alors ça c'est la première étape, c'est-à-dire on va d'abord faire la distinction entre les deux types de sections. Alors, par rapport aux différents exercices que vous aurez l'occasion de traiter, on ne va jamais vous demander de distinguer section auxiliaire ou section principale. Généralement, ce sont des données. On vous dit voilà les sections principales. Sinon, au niveau des informations, vous pouvez vous-même retrouver facilement les sections principales. Alors, la première démarche à faire, c'est prendre les charges incorporables, c'est-à-dire les charges indirectes au niveau de la comptabilité analytique et les répartir sur les différentes sections sans faire attention si la section elle est principale ou elle est secondaire. Ou plutôt, c'est ce qu'on appelle s'il est principal ou s'il est auxiliaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Donc, on va répartir les différents montants en fonction en fonction de la consommation des charges par chacun des centres d'analyse. Par exemple, si l'entretien nous fait supporter une charge de 10 000 dirhams, on va mettre 10 000 dirhams dans l'entretien. Si l'administration nous fait supporter, juste à titre d'exemple, 20 000 dirhams, on va mettre 20 000 dirhams dans l'administration et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Je rappelle encore une fois, c'est la première étape dans la constitution d'un tableau de répartition. Dans une deuxième étape, on va essayer d'éliminer en quelque sorte ce qu'on appelle les sections auxiliaires. Alors, étant donné que la section auxiliaire, c'est une section qui va aider et épauler les autres sections à mieux fonctionner, on va prendre leurs charges, on va les vider de leurs charges et on va les répartir sur les autres sections principales, de telle sorte qu'on ne va garder que les sections principales. Par exemple, ici, au niveau de l'exercice, on a pris deux sections auxiliaires. Donc, je vais prendre la première section, à savoir l'entretien, et je vais les répartir sur les différentes autres sections. Alors, cette technique, ou plutôt cette étape qui consiste à vider les sections auxiliaires de leur contenu, s'appelle la répartition secondaire. Donc, on va prendre les charges de l'entretien et on va le vider, on va le dispatcher sur les différentes ces autres sections. Alors, le dispatching va se faire via un certain nombre de pourcentages. La somme totale de ces pourcentages doit vous donner 100%, parce que vous allez prendre la totalité des charges de l'entretien et vous allez l'affecter aux autres sections. Alors, il est possible que l'entretien puisse donner qui est un centre auxiliaire, puisse donner à un centre auxiliaire comme lui, qui est l'administration, un certain nombre de pourcentages, ou là, une certaine somme de charges. C'est la raison pour laquelle vous voyez le pourcentage au niveau de l'administration. Alors, deuxième centre auxiliaire que nous avons au niveau de cet exemple, c'est le centre administration. Alors là, encore une fois, on va prendre l'administration, c'est-à-dire on va vider l'administration de ses charges. Donc, je vais prendre les charges afférentes à l'administration et je vais les répartir sur les différentes sections. La somme totale de ces pourcentages doit nous donner 100% parce qu'on a vidé la totalité de la section administration de ces charges. Alors, les pourcentages que vous voyez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle en fait les clés de répartition. Ce sont des pourcentages qui vont nous aider à répartir le contenu, ou plutôt la somme des charges afférentes à la section auxiliaire sur les différentes sections. Alors, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape au niveau de la constitution d'un tableau de répartition, c'est faire la somme entre ce qu'on a reçu de la répartition primaire et ce qu'on a reçu de la répartition secondaire. Donc, pour chacune des sections homogènes, pour chacun des centres d'analyse, on va faire la somme de ce qu'il a reçu de la répartition primaire et ce qu'il a reçu de la répartition secondaire. Alors, cette troisième étape s'appelle le total de la répartition secondaire. Alors, il est clair qu'au niveau des sections auxiliaires, la somme est égale toujours à 0.
Pourquoi? Parce que la section auxiliaire, elle a reçu une certaine somme, un certain montant de charge lors de la répartition primaire. Mais au niveau de la répartition secondaire, on a dit on va la vider. Donc on va mettre moins la totalité des sommes qu'il a reçues et on va les répartir sur les autres sections. Donc lorsqu'on fait appel à la troisième étape qui est le total de la répartition secondaire, il est clair qu'on va vider les sections et donc il est clair que la somme va être égale à 0. Alors bien sûr, pour les autres sections, on va garder au niveau du tableau de répartition rien que les sections principales. Et au niveau de chacun des centres, il y aura 2 ou 3 types de sommes. Donc la somme qu'elle a reçue au niveau de la répartition primaire et la somme qu'elle a reçue de la répartition secondaire des différents centres qui se trouvent au niveau de l'entreprise. Alors, dans une quatrième étape, on doit déterminer pour chacun, alors il est clair qu'à partir de la quatrième étape, on se retrouve avec uniquement les centres principaux, c'est-à-dire les centres qui sont indispensables pour l'existence d'un produit donné au niveau d'une entreprise. Alors, il est clair que les centres d'analyse ou les sections homogènes ne sont pas toutes de la même nature. Alors, je m'explique. L'outil ou le moyen qui va nous permettre de mesurer les charges au niveau d'une section n'est pas le même qu'une autre section. Alors, au niveau de la quatrième étape, il s'agit d'identifier l'outil qui va nous permettre de mesurer la charge, ou plutôt les charges, au niveau d'une section donnée. Alors, c'est ce qu'on appelle la détermination de la nature d'unité d'œuvre. Alors, l'élément ou l'outil qui permet de mesurer les charges au niveau d'une section s'appelle l'unité d'œuvre. Alors, les unités d'œuvre sont, comme je viens de le dire, de différentes natures. Il y a ce qu'on appelle les unités physiques. Par exemple, ça peut être le kilogramme de matière première achetée, ça peut être le kilogramme de produits fabriqués ou le nombre d'unités fabriquées. Alors, comme ça peut être des unités exprimées en termes de volume horaire. Par exemple, et ça généralement au niveau des ateliers, on peut mesurer les charges d'un atelier grâce au nombre d'heures travaillées par la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées par les ouvriers. Lorsqu'il s'agit d'un atelier où il y a plus d'ouvriers que de machines, il est clair que plus les ouvriers travaillent, plus les charges afférentes à la section vont être importantes. Et donc, on considère le volume horaire travaillé ou le nombre d'heures travaillées par la main-d'œuvre directe comme étant une unité d'œuvre. En revanche, dans d'autres ateliers, on peut trouver plus de machines que d'hommes, que d'ouvriers. Et donc, plus les machines fonctionnent, plus ça génère des frais. Parce que la machine, elle nécessite des dotations aux amortissements, elle nécessite une consommation d'énergie. Donc, plus la machine travaille, plus ça chiffre pour l'entreprise en termes de charges. Donc, on peut considérer le nombre d'heures travail-machine comme étant une unité d'œuvre au niveau d'une section donnée. Alors pour les sections commerciales, les sections de distribution, généralement on retient un autre type d'unité d'œuvre, c'est généralement le chiffre d'affaires réalisé. Donc plus l'entreprise vend, plus les charges afférentes à la distribution vont être importantes. Parce que comme vous le savez très bien, la force commerciale, elle perçoit un salaire indexé aux objectifs réalisés. Plus le commercial il vend, plus il arrive à réaliser une prime importante. Et la prime pour l'entreprise, ce sont des charges. Donc on considère le chiffre d'affaires comme étant un moyen de mesure, c'est-à-dire une unité d'œuvre. Alors là, encore une fois, on ne va pas vous demander de créer la roue. Il s'agit juste des informations que vous allez trouver nécessairement au niveau de l'exercice et il faut tout simplement les mettre au niveau de chacune des sections qui les concernent. Si par exemple, au niveau de la section achat, on considère le kilogramme de matière première achetée comme étant une unité d'œuvre, donc je vais prendre ici le kilogramme de matière première achetée. Si au niveau de l'atelier, c'est le nombre d'heures main-d'œuvre directe travaillée, donc je vais mettre le nombre d'heures ou le volume horaire travaillé par la main-d'œuvre directe au niveau de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc ici, en fait, dans une quatrième étape, il s'agit tout simplement de mettre en place la nature d'unité d'œuvre qui concerne la section
ou le centre d'analyse. D'ailleurs, entre parenthèses, la méthode elle est baptisée la méthode des sections homogènes, tout simplement parce que l'outil, ou plutôt l'unité d'œuvre qui permet de mesurer les charges au niveau de la section, il est homogène, il est le même. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la méthode elle a été appelée la méthode des sections homogènes ou la méthode des centres d'analyse. Alors, ça, c'est la quatrième étape au niveau de la constitution d'un tableau de répartition. Alors, cinquième étape au niveau de la constitution d'un tableau de répartition, c'est, après avoir bien sûr déterminé la nature d'unité d'œuvre, c'est mesurer l'unité d'œuvre. Par exemple, si dans une section donnée, par exemple, je prends la section achat, si on a considéré le kilogramme de matière première acheté comme étant la nature de l'unité d'œuvre, alors dans une cinquième étape, il s'agit tout simplement de mettre le nombre de kilogrammes de matière première achetée au niveau de la section achat. Si par exemple au niveau de l'atelier 1, on a pris le volume horaire main-d'œuvre directe travaillée comme étant une unité d'œuvre, donc je vais vérifier au niveau du texte le nombre d'heures travaillées par les ouvriers au niveau de cet atelier et je vais le mettre en fait au niveau de la section qui les concerne, et ainsi de suite. Alors, dernière étape au niveau de la construction d'un tableau de répartition, d'ailleurs c'est la clé de voûte carrément d'un tableau de répartition, c'est ce qu'on appelle le coût d'unité d'œuvre. Hein, c'est l'objectif carrément de la constitution, je dirais, d'un tableau de répartition. Alors, le coût d'unité d'œuvre, il est tout simplement égal au rapport de la quatrième colonne au niveau de la section divisée sur la cinquième colonne. Je m'explique. Par exemple, au niveau de la section achat, on a trouvé au niveau du total de la répartition secondaire un certain montant, supposons 10 000 dirhams, et au niveau du nombre d'unités d'œuvre, on a trouvé 5 000 kg matière première achetée. Donc je vais prendre 10 000 dirhams et je vais la diviser sur 5 000, chose qui va me donner 2 ou 20. Vous faites les calculs nécessaires. L'essentiel pour moi, c'est de retenir, je dirais, le principe. Donc le coût d'unité d'œuvre au niveau de chacune des sections, il est égal au total de la répartition secondaire qu'on va diviser sur le nombre d'unités d'œuvre consommées au niveau de la section. Et c'est un travail en fait que l'on doit faire pour chacune des sections de l'entreprise. Donc voilà, de façon sommative, je dirais, la constitution d'un tableau de répartition. Je rappelle encore une fois que le tableau de répartition, c'est l'un des éléments les plus importants et les plus fondamentaux au niveau du calcul d'un coût complet d'un produit donné. C'est la première des choses que l'on doit faire avant de commencer les calculs à proprement parler. Je vous remercie pour votre attention.